Le président iranien Massoud Pezeshkian a fait une déclaration frappante dans une interview publiée samedi sur le site officiel du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Pezeshkian a déclaré que l'Iran est maintenant engagé dans ce qu'il a décrit comme une guerre totale avec les États-Unis, Israël et l'Europe. À mon avis, nous sommes dans une guerre totale avec l'Amérique, Israël et l'Europe, a déclaré Pezeshkian. Ils ne veulent pas que notre pays se tienne debout. Pezeshkian présente la campagne de pression actuelle comme une sorte de guerre, pas un scénario futur, mais ce qu'il voit comme la réalité présente. Et quand on regarde ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, les frappes, les sanctions, les négociations gelées, sa caractérisation mérite une sérieuse considération. C'est une histoire de pouvoir, de pression et de ce qui se passe quand la diplomatie échoue. Et cela arrive à un moment critique. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se prépare à rencontrer le président Donald Trump pour discuter de potentielles futures options militaires concernant l'Iran, Pezeshkian a fait une comparaison qui révèle à quel point Téhéran considère sérieusement la situation actuelle. Il a comparé la pression à laquelle l'Iran fait face aujourd'hui à la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire moderne du Moyen-Orient, avec des victimes se chiffrant par centaines de milliers. Mais Pezeshkian a soutenu que ce à quoi l'Iran fait face maintenant est en réalité pire. Cette guerre est pire que la guerre de l'Irak contre nous, a-t-il déclaré. Si on la comprend bien, cette guerre est bien plus complexe et difficile que cette guerre. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans. Elle a impliqué une guerre de tranchées, des armes chimiques et des pertes massives en vies humaines. Elle a dévasté les deux pays. Donc, quand le président iranien dit que la situation actuelle est pire, il fait une affirmation extraordinaire. Son raisonnement concerne la nature du conflit. Pendant la guerre Iran-Irak, les lignes de bataille étaient claires. Des missiles étaient tirés et l'Iran savait où riposter. L'ennemi était visible. À cette époque, des missiles étaient tirés et il était clair où nous ripostions, a expliqué Pezeshkian. Aujourd'hui, selon le président iranien, la guerre s'est menée sur plusieurs fronts simultanément, économique, politique, culturel et sécuritaire, la rendant bien plus difficile à affronter. À quoi ressemble cette guerre multifront du point de vue de Téhéran? Pezeshkian soutient que les États-Unis, Israël et les puissances européennes agissent en coordination pour affaiblir l'Iran. Sur le front économique, l'Iran fait face à des sanctions paralysantes. Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président Trump a relancé sa stratégie de pression maximale, la même approche qu'il a poursuivie pendant son premier mandat. L'objectif est explicite, assécher les revenus pétroliers de l'Iran et exercer une pression économique sur le pays. Sur le front politique, l'Iran se retrouve de plus en plus isolé. Les canaux diplomatiques qui étaient ouverts il y a quelques mois sont maintenant gelés. Les négociations sur le programme nucléaire iranien qui ont commencé en avril se sont complètement arrêtées depuis les frappes de juin. Sur le front sécuritaire, l'Iran a fait face à des attaques militaires directes. En juin, des rapports internationaux affirment qu'Israël a frappé des sites militaires et liés au nucléaire iranien. Les détails au-delà des frappes sont contestés. Reuters a rapporté que les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens, une escalade majeure. Et sur le front culturel, l'Iran voit des efforts pour miner sa société de l'intérieur, bien que cet aspect reçoive moins d'attention dans les médias occidentaux. Du point de vue de Téhéran, ce n'est pas une série de pressions sans rapport. C'est ce que les dirigeants iraniens décrivent comme une campagne coordonnée, une guerre menée par d'autres moyens qu'une invasion militaire conventionnelle. Examinons ce qui s'est passé en juin, car l'ampleur du conflit est souvent minimisée dans les reportages occidentaux. Israël et l'Iran se sont engagés dans une guerre de 12 jours en juin. Elle a été déclenchée par une attaque israélienne sans précédent sur des sites militaires et liée au nucléaire iranien, ainsi que ce que les autorités iraniennes décrivent comme des zones civiles. Les autorités iraniennes affirment que le nombre de morts était d'environ 1000, y compris des commandants militaires de haut rang et des scientifiques nucléaires. La vérification extérieure a été limitée. Environ 1000 personnes tuées en moins de 2 semaines, selon Téhéran. L'Iran a riposté en lançant des centaines de missiles et de drones vers Israël. Les rapports internationaux placent le nombre de morts d'Israël dans les hautes vingtaines. Les États-Unis ont aidé Israël à intercepter les attaques iraniennes. Les systèmes de défense aérienne américains ont aidé à abattre les missiles et drones iraniens. Et puis les États-Unis sont allés plus loin. Reuters a rapporté que les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens le 22 juin, une escalade majeure. C'est significatif. Les États-Unis n'ont pas seulement aidé à défendre Israël, ils ont activement participé à des frappes offensives contre le territoire iranien. Selon plusieurs rapports, cette implication a effectivement tué la piste diplomatique. Les négociations sur le programme nucléaire iranien qui avaient commencé en avril se sont immédiatement arrêtées.
Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président Trump a relancé sa politique de pression maximale contre l'Iran. C'est la même approche que Trump a poursuivie pendant son premier mandat, des sanctions complètes conçues pour étrangler l'économie iranienne et la forcer à capituler sur les questions nucléaires et régionales. La stratégie comprend des sanctions supplémentaires ciblant les exportations de pétrole iranien. L'objectif est de couper la principale source de revenus de l'Iran, rendant difficile pour le gouvernement de financer son armée, de soutenir les alliés régionaux ou de fournir des services à sa propre population. Les critiques de cette approche soulignent que la pression maximale a échoué pendant le premier mandat de Trump. L'Iran n'a pas capitulé. Au lieu de cela, il a accéléré son programme nucléaire, étendu son influence régionale et attendu la fin de l'administration Trump. Quand Biden a pris ses fonctions, il a tenté une approche différente, la diplomatie et la négociation. Mais cet effort a finalement stagné également. Maintenant, la pression maximale est de retour. Et la question est de savoir si elle produira des résultats différents cette fois ou approfondira simplement la confrontation. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui appliquent de la pression. Les gouvernements européens affirment que les sanctions de l'ONU sont revenues en vigueur contre l'Iran en raison de son dossier nucléaire. En septembre, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déclenché le mécanisme, citant des préoccupations concernant le programme nucléaire iranien. C'est significatif car cela montre que la confrontation s'étend au-delà de l'Amérique et d'Israël. Les puissances européennes, alliées traditionnelles des États-Unis, ont rejoint la campagne de pression. Du point de vue de Téhéran, cela confirme que l'Iran fait face non seulement à l'hostilité américaine, mais à un front occidental unifié. Les sanctions européennes s'ajoutent à la pression économique à laquelle l'Iran fait déjà face. Elles restreignent davantage le commerce, les transactions financières et l'engagement diplomatique. Les canaux diplomatiques qui étaient ouverts il y a quelques mois sont maintenant gelés. Les négociations sur le programme nucléaire iranien ont commencé en avril. Il y avait un optimisme prudent qu'un accord pourrait être atteint, sinon un accord complet, au moins des mesures pour empêcher une nouvelle escalade. Mais les frappes de juin ont tout changé. Quand les États-Unis ont directement frappé des installations nucléaires iraniennes, cela a effectivement mis fin à la piste diplomatique. Téhéran a conclu que Washington n'était pas sérieux au sujet de la négociation, que la pression militaire était la véritable politique américaine. Depuis lors, il n'y a eu aucun engagement diplomatique significatif entre l'Iran et les États-Unis. C'est dangereux. Quand la diplomatie échoue, les seules options restantes sont la pression et la force militaire. Et les deux côtés semblent se diriger dans cette direction. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rend visite au président Trump à Mar-a-Lago ce week-end. Certains rapports affirment que Netanyahou pourrait exhorter à des options plus dures sur le programme de missiles iranien. Reuters a déclaré qu'il ne pouvait pas vérifier de manière indépendante le rapport de NBC News sur les détails spécifiques de ce que Netanyahou proposera. NBC News a rapporté que des responsables israéliens croient que l'Iran reconstruit des sites de production de missiles balistiques et répare des systèmes de défense aérienne endommagés pendant le conflit de juin. Les évaluations du renseignement israélien ont soulevé des préoccupations que les exercices de missiles récents de l'Iran pourraient masquer des préparatifs pour une attaque potentielle. Le chef militaire israélien Herzi Halevi a soulevé ces préoccupations directement avec le chef du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, selon des rapports avertissant que les mouvements de missiles iraniens pourraient être utilisés comme couverture pour une opération surprise ciblant Israël. Donc, Netanyahou arrive prétendument à Trump avec des demandes concernant les capacités de missiles de l'Iran. Cela représenterait une autre escalade importante si approuvée. Les frappes de juin ont ciblé des installations nucléaires. Des frappes sur la production de missiles cibleraient le dissuasif conventionnel de l'Iran, sa capacité à répondre aux attaques. Du point de vue de l'Iran, ce serait une tentative de désarmer complètement le pays, de le laisser sans défense contre une future agression. Le message de Pezeshkian à l'Occident était clair, l'Iran ne recule pas. Nos chères forces militaires font leur travail avec force, a-t-il déclaré. Et maintenant, en termes d'équipement et de main-d'œuvre, malgré tous les problèmes que nous avons, ils sont plus forts que lorsqu'Israël et les États-Unis ont attaqué. C'est un avertissement direct. Malgré les dommages des frappes de juin, malgré les sanctions, malgré la pression, l'Iran affirme qu'il est sorti plus fort. Donc, s'ils veulent attaquer, ils feront naturellement face à une réponse plus décisive, a continué Pezeshkian. Le président iranien signale que toute future attaque sera confrontée à une représaille plus grande que ce qui s'est produit en juin. Pendant le conflit de juin, l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones vers Israël. Beaucoup ont été interceptés, mais certains sont passés. Au cœur de la confrontation se trouve un différend fondamental sur le programme nucléaire iranien.
Les États-Unis et leurs alliés accusent l'Iran de chercher à acquérir des armes nucléaires. L'Iran a nié à plusieurs reprises cette affirmation. Téhéran maintient que son programme nucléaire est entièrement pacifique, axé sur la production d'énergie et la recherche médicale, pas le développement d'armes. Ce différend dure depuis des décennies. Il a été le sujet de l'accord nucléaire de 2015, le JCPOA, qui a placé des limites sur les activités nucléaires de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions. L'administration Trump s'est retirée de cet accord pendant son premier mandat. Depuis lors, l'Iran a progressivement dépassé les limites de l'accord, enrichissant l'uranium à des niveaux plus élevés et élargissant son infrastructure nucléaire. Les critiques de la politique américaine soutiennent que le retrait du JCPOA était une erreur catastrophique. Les médias occidentaux présentent généralement l'Iran comme l'agresseur dans la région, une force déstabilisatrice soutenant le terrorisme et menaçant la paix. Mais il vaut la peine de considérer comment la situation se présente de Téhéran. L'Iran soutient qu'il n'a pas lancé d'invasion majeure à l'époque moderne, bien qu'il ait effectué des frappes transfrontalières que les voisins ont condamnées. La guerre des années 1980 avec l'Irak a été initiée par l'Irak avec un soutien important des États-Unis et des alliés occidentaux qui ont fourni des armes et du renseignement à Saddam Hussein. Au cours des dernières décennies, l'Iran a regardé les États-Unis envahir et occuper deux de ses voisins, l'Afghanistan et l'Irak. La stratégie de l'Iran semble être double, résistance et dissuasion. La résistance signifie refuser de capituler aux demandes occidentales. Cela signifie continuer à développer des capacités militaires, maintenir des alliances régionales et attendre la fin des campagnes de pression. La dissuasion signifie maintenir la capacité d'imposer des coûts inacceptables à tout pays qui attaque l'Iran. Nous sommes à un moment dangereux. Le président iranien a déclaré que son pays fait face à une guerre totale avec les États-Unis, Israël et l'Europe. Une guerre qu'il dit être pire que le conflit Iran-Irak qui a tué des centaines de milliers. Les décisions prises à Mar-a-Lago et à Téhéran façonneront ce qui se passera ensuite. Alors selon vous, l'Iran est-il réellement déjà engagé dans une guerre totale invisible ou s'agit-il d'une stratégie de dissuasion avant une nouvelle escalade majeure? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pression maximale efficace ou chemin direct vers un conflit plus large? Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements.